Un trou noir. Rien que le nom, ça évoque quelque chose d'insondable, d'invisible. Un objet qui attrape tout, même la lumière. Et pourtant, ce n'est pas un concept de science-fiction. C'est bien une réalité de l'univers. On en connaît plusieurs types aujourd'hui. Certains sont petits, mais incroyablement denses. Ceux-là, on pense qu'ils naissent quand une étoile massive arrive en fin de vie. Elle explose. Et ce qu'il reste, ce cœur effondré, devient un trou noir. On les appelle les trous noirs stellaires. Ils sont plutôt communs, si on peut dire ça. On en trouve partout dans la galaxie. Ils font quelquefois la masse du Soleil. Parfois 10, 20, 100 fois plus. Mais il y a aussi des trous noirs un petit peu plus exotiques. Il y a ceux qu'on appelle les trous noirs intermédiaires. Ceux-là, on a eu du mal à prouver qu'ils existaient vraiment. Trop gros pour devenir une étoile, trop petit pour dominer une galaxie. Et pourtant, quelques indices commencent à apparaître. Et puis, il y a les géants, les monstres, les supermassifs. Ceux-là, c'est une autre histoire. On parle de millions, parfois de milliards de fois la masse de notre Soleil. Des objets colossaux. Et ils sont là, tapis au cœur des galaxies, même la nôtre. Au cœur de la Voie lactée, il y en a un. On l'a même photographié récemment. Il s'appelle Sagittarius A étoile. Mais ce qui reste un mystère, c'est leur origine. D'où viennent-ils ? Comment peuvent-ils devenir aussi massifs? Ou s'ils sont apparus très tôt, déjà énormes dans les premières époques de l'univers? Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. On va parler aujourd'hui des plus gros trous noirs de l'univers. Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, encore sur les trous noirs aujourd'hui. Mais voilà, j'adore parler des trous noirs, c'est ma chaîne, je sais ce que je veux. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous adorez aussi le sujet. Donc voilà, j'essaie de trouver d'autres vidéos, d'autres alternatives, dire des choses que j'ai pas encore dites pour que ce soit cool quoi. Et cette vidéo, je la dédicace à Hermès. Hermès, c'est quelqu'un qui a rejoint la chaîne récemment et merci beaucoup de l'avoir rejoint. De mon côté, ça m'aide beaucoup et vous, ça vous permet de bénéficier d'avantages exclusifs sur cette chaîne, comme par exemple voir les vidéos en avant-première. Enfin, du moins certaines. Par exemple, la vidéo sur la théorie des cordes était disponible pendant 3 semaines avant sa sortie pour les membres. Alors juste avant qu'on commence, j'ai vraiment une question qui est hyper importante pour moi. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous avez décidé de regarder cette vidéo-là? Est-ce que c'est parce que la thématique vous intéressait? Est-ce que c'est parce que vous cliquez aveuglément sur mes vidéos? Enfin vraiment, j'ai besoin de savoir, moi ça m'aide beaucoup pour savoir les sujets qui vous intéressent. Répondez vraiment à cette question en commentaire, c'est vraiment important, puisque de mon côté, ça m'aide beaucoup, ça me permet de me développer, et ça me permet surtout de comprendre, de vous comprendre. Et puis en plus, j'aime bien vous lire en commentaire, donc ça c'est cool. Sur ce, merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne, merci à ceux qui rejoignent le canal Les Zébronautes. Sur Facebook et Instagram, les QR codes sont ici, ou sinon les liens d'invitation sont en description. Je vous embête pas plus, on est parti. Plus on étudie ces trous noirs supermassifs, et plus on se rend compte qu'ils jouent un rôle clé. Pas juste en étant là, au centre des galaxies, mais en influençant leur évolution, leur structure, leur destin. Alors comprendre les trous noirs, c'est pas juste comprendre des objets étranges, c'est peut-être comprendre tout le fonctionnement de l'univers. Comme je l'ai dit plus tôt, quand on parle de trous noirs, on pense souvent à des objets bizarres, complexes et fascinants, qui avalent tout ce qui passe à leur portée, lumière comprise. Mais avant d'en arriver aux monstres supermassifs cachés au cœur des galaxies, il faut revenir à la base, comprendre comment naît un trou noir. Et le point de départ, c'est l'étoile. Plus précisément, une étoile massive. Parce que toutes les étoiles ne deviennent pas des trous noirs. La plupart, comme notre Soleil, finiront tranquillement leur vie en naine blanche, après avoir gonflé en géantes rouges. Mais les plus grosses, celles qui font plus de 20 à 30 fois la masse du Soleil, ont une destinée beaucoup plus violente. À la fin de leur vie, ces étoiles massives ont un cœur composé essentiellement de fer. Et le fer, c'est un peu comme ce qui marque la fin de vie d'une étoile du point de vue de la fusion nucléaire. Tu peux plus rien en tirer. Fusionner du fer coûte plus d'énergie que ça n'en rapporte. Et donc, le cœur s'effondre brutalement sur lui-même. C'est l'effondrement gravitationnel. La matière chute vers le centre. Les couches extérieures de l'étoile rebondissent sur ce cœur en train de s'écraser. Et ça produit une supernova. Une des explosions les plus puissantes de l'univers. Et ce qu'il reste au centre, après cette explosion, ça dépend de la masse. Si c'est pas trop lourd, le cœur devient une étoile à neutrons. Mais si la masse dépasse un certain seuil, rien ne peut arrêter l'effondrement. La pression, la force nucléaire, même les particules elles-mêmes, tout cède. Et là, tu obtiens un trou noir stellaire, un objet si dense que même la lumière ne peut s'en échapper. Un point de non-retour se forme, l'horizon des événements. Et toute l'information, toute la matière, tout disparaît derrière ce mur. Les trous noirs stellaires donc, ce sont les petits de la famille. Il faut entre quelques masses solaires à une trentaine, parfois plus si 2 étoiles se sont fusionnées avant, ou si on est dans un environnement particulier. Et ce sont ces trous noirs-là que les interféromètres comme LIGO et Virgo détectent lorsqu'ils fusionnent, en produisant des ondes gravitationnelles. Et même si ces objets sont déjà incroyables, ils n'ont rien à voir avec les trous noirs supermassifs qu'on trouve
au centre des galaxies. Là, on parle de masses qui vont à quelques millions à plusieurs dizaines de milliards de masses solaires. Parce qu'on sait comment faire un trou noir de quelques masses solaires. Mais comment on fabrique un trou noir d'1 milliard de masses solaires? Et surtout, comment on en trouve déjà formé dans un univers qui n'a que quelques centaines de millions d'années après le Big Bang? C'est une vraie énigme pour l'astrophysique moderne. Alors plusieurs scénarios ont été proposés. Le premier, c'est celui de l'accrétion progressive. L'idée, c'est que tu pars d'un trou noir stellaire et qu'au fil des centaines de millions d'années, voire milliards, il engloutit du gaz, de la poussière, des étoiles entières, et grossit petit à petit. Le problème, c'est que ce processus est relativement lent, et il est limité par un truc qu'on appelle la limite d'Eddington. En gros, quand un trou noir grossit trop vite, le rayonnement qu'il produit en chauffant la matière autour de lui finit par repousser cette matière. Il y a donc un genre de limite de croissance. Et cette limite rend difficile l'explication de certains quasars hypermassifs qu'on observe très tôt dans l'univers. Alors, on a une autre hypothèse qui a été imaginée, celle du gros embryon. Plutôt que de commencer petit, peut-être que certains trous noirs sont nés déjà gros. Comment? Eh bien, si dans l'univers primordial, donc dans l'univers au tout début, un nuage de gaz extrêmement massif s'effondre directement, sans passer par l'étape de la formation d'étoiles. Il pourrait donner naissance à un trou noir de 100 000 à 1 million de masses solaires. On appelle ça la formation directe. Et dans certains modèles, ça peut se produire dans des environnements très particuliers. Pas de métaux, pas de fragmentation de nuages, un refroidissement minimal. Un scénario rare, mais possible. Et puis, il y a l'hypothèse des amas d'étoiles ultra denses. Imagine une région de l'univers où des milliers d'étoiles très massives naissent en même temps, dans un volume minuscule. Ces étoiles finissent leur vie très vite, en quelques millions d'années, et laissent des trous noirs. Et si ces trous noirs fusionnent entre eux à grande vitesse, tu peux produire un noyau compact, qui devient un trou noir intermédiaire, puis supermassif. Dans tous les cas, aucun de ces scénarios ne fait l'unanimité. Et c'est sans doute un mélange de plusieurs mécanismes qui a permis à ces trous noirs géants de naître et de croître aussi vite. Sagittarius à étoile, le trou noir au centre de notre galaxie, pèse environ 4 millions de fois la masse du Soleil. De l'autre côté de l'échelle, on a TON 618, l'un des plus gros trous noirs connus à ce jour, avec une masse estimée à 66 milliards de masses solaires, rien que ça. Et vu leur masse gigantesque, elles n'ont plus grand chose à voir avec leurs cousins stellaires. Déjà, leur champ gravitationnel est plus vaste, plus étendu, mais surtout, leurs effets de marée sont étonnamment faibles. Parce que oui, paradoxalement, il est plus facile de tomber dans un trou noir supermassif que dans un trou noir stellaire. Du moins, sans se faire déchiqueter en morceaux. Dans un trou noir stellaire, les différences d'attraction gravitationnelle entre votre tête et vos pieds sont si extrêmes que vous seriez spaghettifié, étiré jusqu'à faire un atome d'épaisseur. Et ce, bien avant d'atteindre l'horizon des événements. Mais dans un trou noir supermassif, l'horizon est tellement loin de la singularité centrale, donc le centre du trou noir, que les différences gravitationnelles sur un corps humain sont négligeables à ce stade. Résultat, vous pouvez techniquement tomber dedans, en une seule pièce. Vous parviendrez jamais à raconter l'expérience, mais évidemment au moins, vous ne serez pas détruit tout de suite. Alors, à quelle vitesse ça se passe? Eh bien, si vous sautiez dans Sagittarius à étoile par exemple, depuis l'horizon des événements, en chute libre, il vous faudrait environ 64 secondes pour atteindre le centre. Pour TON 618, c'est une autre histoire. La chute libre durerait environ 12 jours. 12 jours de voyage inexorable vers l'inconnu. Un trajet sans retour, suspendu dans un silence absolu. Mais avant de tomber dedans, encore faut-il les voir. Ils ne brillent pas eux-mêmes. On les détecte surtout grâce à ce qui les entoure, leur disque d'agression. Et ce disque, c'est par détail. Quand de la matière comme du gaz, de la poussière, voire même des étoiles entières s'approchent du trou noir, elle ne tombe pas en ligne droite. Elle se met à spiraler autour, formant un gigantesque disque qui s'échauffe terriblement à cause des frottements internes et des forces gravitationnelles. Plus la matière s'approche du centre, plus elle s'accélère, et plus elle est compressée, et plus elle chauffe. Et là, on atteint des températures vertigineuses, autour de 10 millions de Kelvin, voire davantage pour les disques les plus actifs. À ces températures-là, la matière ne brille pas comme une ampoule, non. Elle émet une lumière bleutée, voire ultraviolette, ou même X dans certains cas. C'est ce rayonnement intense qui nous permet de détecter les disques d'agression des trous noirs supermassifs à des milliards d'années-lumière. C'est grâce à ça qu'on les voit briller au centre des galaxies, sous forme de quasars, ces points lumineux si puissants qu'ils peuvent éclipser la galaxie entière qui les abrite. Et ce disque, il n'est pas éternel. Il vit tant que la matière afflue. Lorsqu'il est actif, le trou noir devient ce qu'on appelle un noyau actif de galaxie. Mais une fois que la matière est épuisée, il s'éteint et se fait discret, jusqu'à rencontrer le chemin d'un autre amas de matière. Mais ces questions autour des trous noirs, elles ne datent pas d'hier. En fait, elles nous hantent depuis plus de 2 siècles. L'idée qu'un objet puisse être tellement dense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper, ce n'est pas Einstein qui l'a inventé. L'idée est bien plus ancienne.
Elle remonte à 1784, quand un certain John Michell, un physicien britannique un peu oublié aujourd'hui, publie un article dans la revue Royal Society. Son raisonnement, il est purement newtonien. Il part d'une idée simple. Si un objet est suffisamment massif et compact, alors la vitesse minimale qu'un projectile doit atteindre pour s'échapper de son attraction gravitationnelle peut dépasser celle de la lumière. Si c'est le cas, la lumière elle-même ne pourrait pas s'en échapper. Il n'a ni outil mathématique, ni notion d'espace-temps, ni même l'idée que la lumière pourrait être autre chose qu'un rayon mystérieux. Mais l'intuition est là, et elle est incroyable pour l'époque. Quelques années plus tard, Pierre-Simon Laplace reprend cette idée dans ses écrits. Il évoque ces astres invisibles avec une certaine curiosité. Mais très vite, le concept tombe dans l'oubli, trop déconnecté de la physique dominante. Et puis surtout, au 19e siècle, une autre idée prend le dessus. La lumière est une onde. Et une onde, on pense que ça n'est pas affecté par la gravité. Donc l'idée qu'elle puisse être prisonnière d'un objet, ça semble un peu bizarre. Puis au début du 20e siècle, tout bascule. 1915, Albert Einstein publie sa théorie de la relativité générale. C'est la révolution. Il ne s'agit plus de voir la gravité comme une force entre deux objets comme chez Newton, mais comme une déformation du tissu même de l'univers, une théorie géométrique de la gravitation. Une masse, ça ne tire pas sur un objet autour, ça courbe l'espace. Et même la lumière, bien qu'elle n'ait pas de masse, suit cette courbure. Un an plus tard, 1916, un mathématicien et physicien allemand, du nom de Karl Schwarzschild, trouve une solution exacte aux équations d'Einstein. Il découvre que si on concentre une masse dans une sphère suffisamment petite, on obtient un objet dont rien ne peut s'échapper, une fois franchi une certaine limite. Cette limite, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'horizon des événements. C'est la frontière invisible qui entoure le trou noir. Une fois franchi, c'est fini. Plus rien ne peut revenir en arrière. Ni matière, ni lumière, ni même l'information. La distance entre le centre du trou noir et la frontière, on l'appelle le rayon de Schwarzschild. C'est une sorte de point de non-retour. Il n'y a pas de mur, pas de surface physique, mais passé ce seuil, toute trajectoire mène vers le centre. Puis, plus la masse est grande, plus ce rayon est étendu. Mais à l'époque, cette solution est vue comme une simple curiosité mathématique. Personne n'imagine que la nature puisse produire un tel objet. On considère ça comme une limite théorique, une bizarrerie dans les équations sans réalité physique. Et pourtant, les décennies passent, les étoiles meurent, les supernovas explosent et la physique avance. Dans les années 1960, le doute disparaît peu à peu. On commence à considérer les trous noirs comme des objets réels. Des objets qu'on pourrait observer, pas directement, mais à travers les effets qu'ils produisent sur leur environnement. Par exemple, la manière dont ils influencent les orbites des étoiles autour d'eux, ou comment ils chauffent la matière qu'ils avalent. Mais les choses deviennent encore plus étranges quand on s'aperçoit que les trous noirs ne sont pas toujours statiques, ils tournent. Et quand un trou noir tourne, la structure de l'espace autour de lui devient encore plus tordue. L'espace lui-même se met à tourner avec lui. C'est un effet qu'on appelle l'entraînement de référentiel. Dans cette région, on ne peut pas rester immobile. Mais si on voulait faire du surplace, on serait inexorablement entraîné dans la rotation du trou noir. Cette zone autour du trou noir en rotation, c'est l'ergosphère. Elle entoure l'horizon des événements, mais elle ne fait pas partie du trou noir à proprement parler. C'est pas vraiment une frontière de non-retour, on peut techniquement en sortir. Mais c'est là que certains physiciens ont imaginé un moyen purement théorique d'extraire l'énergie d'un trou noir. En jouant avec les lois de la mécanique relativiste, on pourrait injecter un objet dans l'ergosphère et en faire ressortir plus d'énergie qu'on en a mis. C'est une idée fascinante, mais aujourd'hui encore, personne n'a trouvé le moyen de la mettre en œuvre. Et comme si ça suffisait pas, dans les années 1970, Stephen Hawking ajoute une nouvelle couche de mystère. En combinant la relativité générale avec la mécanique quantique, il montre que les trous noirs ne sont pas totalement noirs. Ils émettent un rayonnement, très faible, presque imperceptible, mais bien réel. Ce rayonnement provient des fluctuations quantiques qui se produisent juste au bord de l'horizon des événements. En gros, l'espace vide n'est jamais vraiment vide. Il y a en permanence des paires de particules qui apparaissent et qui disparaissent. Et parfois, l'une de ces particules tombe dans le trou noir, pendant que l'autre s'échappe. Résultat, vu de l'extérieur, le trou noir semble perdre un peu d'énergie. Et donc, un peu plus de masse. Ce processus, sur des milliards ou des trillions d'années, pourrait mener à l'évaporation complète d'un trou noir. Mais pour les trous noirs supermassifs, cette évaporation prendrait plus de temps que l'âge actuel de l'univers. Autant dire que c'est pas pour demain. Il a fallu 2 siècles, des équations folles, des intuitions géniales et des télescopes capables de capter la lumière venue du fin fond de l'univers pour que l'idée d'un objet invisible capable d'engloutir tout ce qui l'approche devienne non seulement crédible, mais incontournable. Aujourd'hui, les trous noirs ne sont plus des curiosités mathématiques. Ce sont des acteurs majeurs de la cosmologie moderne, des portes d'entrée vers une physique extrême, là où nos théories les plus solides commencent à montrer leurs limites. Et peut-être qu'un jour, on découvrira les clés pour comprendre ce que cache vraiment le cœur noir de l'univers. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question de leur existence. On les détecte dans les ondes gravitationnelles, on les devine dans le cœur des galaxies,
On les photographie même, comme avec l'image de M87 en 2019, ou celle de Sagittarius A étoile en 2022. Mais la question reste, d'où viennent les plus gros? Et à quel moment dans l'histoire de l'univers ont-ils commencé à prendre forme? On sait qu'ils jouent un rôle central dans l'évolution des galaxies, qu'ils peuvent stopper ou accélérer la formation d'étoiles, qu'ils façonnent même leur environnement à l'échelle cosmique. Mais leur propre origine, leur histoire intime, reste une des grandes énigmes contemporaines de l'astrophysique. Et à côté de M83, les scientifiques ont repéré quelque chose d'assez surprenant. C'est en utilisant le télescope spatial James Webb qu'ils ont fait cette découverte. Ils ont détecté une émission très particulière, de néons hautement ionisés. Et cette émission, elle vient tout droit du noyau de cette galaxie. Et ça, c'est pas rien. Parce que, pour produire ce genre de signature, il faut beaucoup d'énergie. Et c'est justement grâce à la puissance incroyable de James Webb, notamment avec son instrument MIRI, ultra sensible dans l'infrarouge, que les scientifiques ont pu capter cette trace. Un signal très faible, mais très révélateur. MIRI permet de scruter la poussière et d'y repérer des gaz très énergétiques. Des gaz qui semblent se concentrer dans de petits amas proches du noyau de la galaxie. Évidemment, les chercheurs ont commencé à se poser des questions. Quelle est l'origine de ce gaz? Pourquoi est-il autant ionisé? Et surtout, qu'est-ce qui produit autant d'énergie cachée là, dans l'ombre de M83? Certains parlent de violentes ondes de choc dans le milieu interstellaire. Mais il y a une autre possibilité, une hypothèse bien plus intrigante. Elle expliquerait un objet extrêmement massif et mystérieux. Un objet qui pourrait bien être l'un des plus grands mystères de notre univers, et que l'on n'aurait encore jamais détecté dans cette galaxie-là. Mais pourtant, M83, c'est une galaxie qu'on connaît depuis longtemps. Elle a été observée pour la première fois en 1752 par l'astronome Nicolas Louis de Lacaille. C'est une galaxie spirale magnifique, qu'on surnomme parfois la galaxie du Moulinet du Sud, et qui est située à environ 15 millions d'années-lumière de nous. Elle est visible avec un petit télescope, et depuis des siècles, elle fascine les astronomes par ses bras spiraux très marqués, riches en régions de formation d'étoiles. On la connaît comme une galaxie très active sur le plan de la naissance stellaire, un vrai laboratoire naturel pour étudier la vie des étoiles. Mais pendant très longtemps, on pensait que M83 n'avait pas de trou noir supermassif en son centre. Et c'est une hypothèse qui s'explique. Dans l'univers, la plupart des galaxies massives possèdent un trou noir au cœur de leur bulbe centrale. Mais dans certains cas, surtout pour les galaxies dites à noyau peu actif comme M83, il est difficile de repérer la présence d'un trou noir. Pas d'activité lumineuse intense, pas de jet, pas de signe évident. Pendant des décennies, on n'a rien vu. Rien qui puisse indiquer la masse cachée au centre. Mais tout commence à changer au fil des années 2000. Grâce au progrès de l'imagerie infrarouge et des relevés dans d'autres longueurs d'onde, certains signaux commencent à émerger. Des asymétries dans la répartition de la matière. Des indices très fins, mais qui suggèrent une chose, qu'il y aurait peut-être quelque chose de massif et invisible tapis au centre. Et c'est là que l'idée d'un trou noir revient sur la table. Un trou noir supermassif, mais discret, presque silencieux. Il y a encore mieux. Parce qu'en étudiant la dynamique du gaz et des étoiles dans le centre de M83, certains modèles proposent non pas un, mais deux objets massifs, deux concentrations gravitationnelles importantes, et donc potentiellement deux trous noirs. Et ça, c'est pas inédit dans l'histoire de l'astronomie, mais ça reste spectaculaire. On connaît déjà des cas célèbres de galaxies avec deux trous noirs, dans des systèmes en fusion par exemple. Lorsque deux galaxies entrent en collision, leur noyau, et donc leur trou noir supermassif, finissent par se rapprocher. Et pendant un temps, il peut y avoir deux trous noirs dans la même galaxie, parfois séparés de quelques milliers d'années-lumière, parfois encore plus proches. Un des cas les plus emblématiques, c'est la galaxie NGC 6240. Les observations ont montré qu'elle abrite deux trous noirs supermassifs, en train de spiraler l'un vers l'autre. Ils sont séparés par seulement 3000 années-lumière, et ils finiront, un jour ou l'autre, par fusionner. C'est exactement ce genre de système que l'ISA, le futur observatoire spatial d'ondes gravitationnelles, espère détecter. La première fusion de deux trous noirs supermassifs. Alors dans le cas de M83, on n'en est pas là. Mais le simple fait d'imaginer qu'il puisse y avoir deux trous noirs dans une galaxie aussi calme en apparence change complètement notre compréhension. Parce que ça veut dire que M83 pourrait être le fruit d'une ancienne fusion galactique. Ou alors qu'un trou noir secondaire, peut-être d'origine intermédiaire, aurait été capturé au cours de l'histoire de la galaxie. Alors évidemment, tout ça ce ne sont que des hypothèses. Et aujourd'hui avec des instruments comme le télescope James Webb ou des relevés de plus en plus précis de gaz moléculaire avec ALMA, ces hypothèses commencent à gagner du terrain. M83 redevient donc un terrain d'exploration, un mystère non résolu, et peut-être une clé pour comprendre comment les trous noirs supermassifs apparaissent, se déplacent et interagissent dans les galaxies. Parce que s'il y en a bien deux, alors tout le scénario de son évolution devra être réécrit. Comme je vous le disais, juste à côté de la galaxie M83, on a détecté quelque chose d'étrange, un gaz.
mais pas n'importe lequel. Une émission de néon hautement ionisé. Et ce type de signal, c'est très rare. Parce que pour produire une telle ionisation, il faut une quantité colossale d'énergie. Souvent, ce genre de gaz est créé par des rayonnements X ou ultraviolets extrêmes. Mais alors, d'où viennent ces rayons? Eh bien, dans l'univers, il existe des endroits où la matière est chauffée à des millions de degrés. Et c'est exactement ce qui se passe dans les disques d'accrétion autour des trous noirs. Quand la matière tombe vers un objet massif, elle ne disparaît pas d'un coup. Elle tourbillonne d'abord autour de lui à des vitesses folles. Et elle s'échauffe. Ça, vous le savez déjà, puisque j'en ai parlé au début. Finalement, la matière finit par émettre un rayonnement très intense, dont des rayons X. Et c'est là que ça devient intéressant du coup. Parce que ce qu'on a observé autour de M83, c'est exactement ce genre de signature. Du gaz hautement ionisé, une émission de rayons X et une source très localisée, mais invisible. C'est typiquement ce qu'on observe quand quelque chose de massif attire de la matière autour de lui. Quelque chose de compact, de très compact. Et quand cette matière tombe, elle s'échauffe, tourbillonne et finit par émettre justement ce qu'on a détecté ici. Les trous noirs, on ne peut pas les observer directement, mais les effets qu'ils ont sur leur environnement sont impossibles à ignorer. On sait que les trous noirs, à cause de leur chaleur extrême, émettent beaucoup de rayons X. Et ils génèrent aussi une ionisation de son gaz environnemental. Donc tous ces indices retrouvés autour de M83 semblent pointer vers une seule chose. Alors vous l'aurez sûrement compris, les scientifiques pensent avoir fait une découverte inattendue au cœur de cette galaxie, à 15 millions d'années-lumière de nous. Une galaxie un peu plus grande que la Voie lactée qui tourne tranquillement dans l'espace. Une spirale, visible de face, qui pourtant nous cachait encore des secrets. Alors on le sait évidemment, les galaxies spirales comme M83 abritent souvent un noyau galactique actif, un cœur dense, un trou noir supermassif. Des objets dont la masse dépasse parfois des milliards de fois celle du Soleil. Et quand ils se nourrissent, ils deviennent des objets extrêmement brillants. On peut les voir à des milliards d'années-lumière. Mais celui de M83, on ne l'avait jamais vu. Et pourtant, il était là. Mais il dormait, ou il était peut-être caché. Mais Webb a pu percer les nuages de poussière que les télescopes classiques ne peuvent pas traverser. Il a révélé la signature d'un gaz très particulier, hautement ionisé. Alors au final, le signal que Webb a révélé, c'est peut-être le trou noir caché au cœur de M83, un géant endormi invisible depuis des décennies, mais dont on commence enfin à voir les traces. Alors pendant longtemps, les astronomes pensaient que M83 n'abritait pas de trou noir supermassif. Mais aujourd'hui, grâce à James Webb, tout change. On a de nouveaux indices, des signatures énergétiques profondes, invisibles jusqu'ici, et qui relancent totalement l'enquête. Ce qu'on croyait exclu est à nouveau possible. Et ça, c'est une avancée majeure. Parce que les trous noirs supermassifs, ce ne sont pas de simples curiosités cosmiques. Ce sont des clés. Des clés pour comprendre la formation des galaxies, l'évolution de l'univers, et peut-être même la physique au-delà de ce qu'on connaît. Ils fascinent parce qu'ils défient les lois qu'on pensait immuables. Parce qu'ils sont invisibles, mais puissants. Et parce que plus on en apprend sur eux, plus les questions se multiplient. Comment grandissent-ils aussi vite, si tôt dans l'univers? Pourquoi certains brillent autant, pendant que d'autres dorment dans l'ombre? Et surtout, combien nous échappent encore, cachés derrière des rideaux de poussière? Aujourd'hui, M83 devient un terrain de jeu pour les scientifiques. D'autres télescopes vont s'y pencher, comme Alpha ou VLT. Ils scruteront le gaz, traqueront les moindres indices et tenteront de répondre à une question toute simple. Une question qui est aussi extrêmement importante. M83 cache-t-elle, oui ou non, un trou noir au cœur de cette galaxie? Et ce trou noir, à quel point est-il gros? Fera-t-il partie des plus gros trous noirs de l'univers? Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, les scientifiques pourraient bien en conclure. Si vous voulez compléter le sujet sur les trous noirs de manière bien plus vaste, je vous mets une vidéo ici qui vous a beaucoup plu, qui a d'ailleurs 1 million de vues en collaboration avec l'Agence spatiale européenne. C'est génial, vraiment merci beaucoup pour ça. Et si vous aimez l'astronomie, que vous aimez mes vidéos, vous avez juste à lancer cette playlist là, vous allez forcément tomber sur une vidéo que vous aimez bien. Merci à toutes les personnes qui rejoindront cette chaîne juste après cette vidéo, ça m'aide énormément et ça fait très plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, c'était Zabroulos, à plus tard.